Partie 4. Verdun. Février 1916. Le mot circulait déjà dans les couloirs, avant même l'ordre officiel. Verdun. Un nom ancien, lourd, presque biblique. Un nom qui, je le sentais, allait dévorer ce qui nous restait. À l'état-major, personne ne parlait fort. Les cartes étaient couvertes de lignes rouges, de flèches, de chiffres griffonnés à la hâte. Le ministre me prit à part. « Delmas, il faut tenir. » « À tout prix ?» Il hésita une seconde. « À tout prix. » Je compris ce que cela voulait dire. Les hommes n'étaient ni plus la monnaie principale. Ils étaient à la dépense. Quand les canons commencèrent, le monde changea de rythme. Le sol vibrait jour et nuit. Les collines se décomposaient sous les explosions. Les arbres devenaient des squelettes noirs. Je parcourais les lignes sous une pluie de métal. Les soldats ne me regardaient en plus comme un chef. Ils me regardaient comme un témoin. Un lieutenant me dit « Mon général, on ne se bat plus pour avancer. On se bat pour ne pas mourir aujourd'hui. » Chaque matin, on comptait. Morts, blessés, disparus. Chaque soir, on recommençait. Les ordres montaient, descendaient, circulaient. Les hommes suivaient. Un colonel osa dire « Si nous continuons ainsi, il n'y aura plus d'armée à commander. » Je répondis « Alors il n'y aura plus de guerre à gagner. » Je savais que je mentais. On installa un hôpital d'évacuation à l'arrière immédiat. J'y retrouvai Madeleine. Elle avait maigri. Ses yeux s'étaient assombris. « Vous êtes venu jusqu'ici, me dit-elle. Je voulais voir. » Elle me regarda longuement. « Vous voyez ?» Je ne répondis pas. Des brancards passaient sans cesse. Certains hommes criaient. D'autres ne faisaient plus de bruit. Madeleine posa sa main sur la mienne. « On ne gagnera pas cette bataille avec des corps. » Je répondis. « Nous ne pouvons plus reculer. » Elle murmura. « On aurait peut-être dû ne jamais avancer. » Un soir, je visitais une tranchée de première ligne. Ils étaient jeunes, terriblement jeunes. Un soldat me demanda « Mon général, vous pensez qu'on s'en sortira ?» Je regardais ces visages couverts de boue et de peur. « Oui, dis-je. » Je compris, en prononçant ce mot, que j'avais trahi quelque chose d'irréparable. Mars, avril, mai. Verdun mangeait les hommes lentement, méthodiquement. Je sentais ma certitude s'effriter. Chaque décision me semblait une faute, chaque ordre, un crime nécessaire. Je commençais à écrire la nuit, seul, des notes que personne ne lirait. Combien de vies faut-il pour justifier 1 kilomètre de terre? À Paris, on parlait de victoire. Dans les journaux, héroïsme, sacrifice, grandeur. Au front, boue, sang, folie. Un député me déclara « Verdun est le cœur de la France ». Je répondis « Alors son cœur saigne ». Un matin, j'aperçus un officier assis au bord d'un abri, en larmes. Il n'essayait même pas de se cacher. Je m'assis à côté de lui. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi ?»« Je ne sais plus, mon général. » Il me montra ses mains qui tremblaient. « Je ne peux plus envoyer mes hommes mourir. » Je posai la main sur son épaule. Je n'avais aucune réponse à lui donner. En juin, après un bombardement interminable, le front se tut brusquement. Un silence irréel. Les survivants sortirent lentement des abris. Je regardais ce paysage lunaire, cette terre sans arbres, sans couleur, sans forme. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, je pensais clairement « Cette guerre est perdue, même si nous la gagnons. » Je retournai à Paris. Claire me trouva changé. « Tu ne dors plus. »« Je dors, répondis-je. Mais je ne me repose plus. Je reçus une lettre de Pierre. Je m'engage en janvier. » Je ne répondis pas. Je restai longtemps assis, seul, à regarder les murs. Partie 5. 1917. La fracture. 1917 ne commença pas comme une nouvelle année. Elle arriva comme une fatigue. Plus de fanfares, plus de discours. Seulement des hommes usés qui continuaient d'obéir par habitude. Je parcourais les états-majors, les hôpitaux, les lignes. Partout le même regard, celui d'une question sans réponse. Pourquoi encore? Pierre arriva au front en mars. Il portait l'uniforme comme un costume trop grand. Ses yeux cherchèrent les miens avec une confiance qui me blessa. « Père, je voulais être utile. » Je lui serrai la main. Je voulais lui dire « Rentre ». Je lui dis « Sois prudent ». Nous étions devenus deux étrangers liés par la même peur. Le commandement annonça une grande offensive décisive. Même discours, même certitude affichée. Les hommes écoutaient en silence. Ils savaient.
Le 16 avril, nous attaquâmes. Le terrain ne bougea pas. Les corps, eux, s'empilèrent. La fracture apparut dans les regards. Un régiment refusa de monter en ligne. Puis 2, puis 10. Ils ne criaient pas. Ils ne menaçaient pas. Ils restaient assis, immobiles, regardant la terre. Je rencontrai leurs représentants. « Nous irons défendre la France, dirent-ils, mais nous n'irons plus mourir inutilement. » Je compris qu'ils avaient raison. Je compris aussi que je n'avais pas le droit de le dire. À Paris, on parle de discipline, d'exemple. L'armée doit obéir. À quoi, demandai-je? Personne ne répondit. Des hommes furent jugés, certains fusillés. Je signai les dossiers sans regarder les visages. Chaque signature me coupait un peu plus de moi-même. Je revis Madeleine dans un hôpital près de Soissons. Elle soignait des soldats revenus des mutineries. « Ils ne sont pas lâches, dit-elle. Ils sont vidés. » Un jeune homme pleurait sans bruit. « Je ne veux plus tuer, murmurait-il. » Madeleine le couvrit d'une couverture. Il n'y a rien de honteux à vouloir rester vivant. Je restai longtemps silencieux. Un soir, on m'annonça que le régiment de Pierre avait été engagé dans une attaque inutile. Je passai la nuit assis dans mon bureau. À l'aube, un télégramme arriva. Pierre Delmas, légèrement blessé, vivant. Je pleurais pour la première fois depuis Verdun. Je compris en 1917 que la guerre ne tenait plus que par la peur et par l'habitude. Nous ne combattions plus pour gagner. Nous combattions pour ne pas admettre l'absurde. Je notais dans mon carnet « Un pays peut survivre à la défaite, pas à l'illusion ». La Russie s'effondrait, les empires tremblaient, les peuples se levaient. Je regardais cette carte d'Europe que nous avions voulu figer par la guerre. Elle se brisait sous nos yeux. Et je sentais que nous aussi. Un soir, sur le front, après un bombardement, tout s'arrêta. Plus un coup de feu, plus une voix. Je me retrouvais seul dans la tranchée, entouré d'hommes qui ne parlaient plus. Ce silence-là était plus lourd que tous les canons. Je compris alors que la guerre était déjà finie dans les âmes. Partie 6, 1918. La faim et la faute. L'hiver 1917 à 1918 s'abattit sur nous comme un linceul. La neige se mêlait à la boue au sang, le sang à la fatigue. Les hommes marchaient lentement, courbés, sans parler. Même les officiers avaient cessé de croire à leurs propres mots. Je parcourais les lignes, enveloppé dans mon manteau trop lourd, saluant des silhouettes devenues presque anonymes. Je ne reconnaissais plus leurs visages, seulement leurs yeux, vieux, brûlés, vides. La guerre ne criait plus. Elle respirait péniblement. En mars, je vis arriver les Américains. Ils descendaient de des camions avec des uniformes propres, des visages encore intacts, une énergie presque indécente. Ils souriaient. Je les regardais comme on regarde des enfants entrer dans une maison en feu. « Vous verrez, mon général, la guerre va finir », me dit l'un d'eux. Je n'eus pas le courage de lui répondre. Puis l'Allemagne attaqua. Une attaque immense, désespérée, sauvage. Le ciel se déchira sous l'artillerie. Les routes se remplirent de civils en fuite. Les villages brûlèrent. Nous reculions. Pour la première fois depuis 4 ans, nous reculions. Je signais des ordres de repli pendant que des hommes mouraient pour couvrir ce mouvement. Je savais exactement ce que chaque phrase signifiait. Je retrouvais Pierre dans un hôpital de campagne près de Compiègne. Il avait une blessure à l'épaule. Rien de grave, disait-on, mais ses yeux avaient changé. « Père, je crois que je ne saurais plus jamais être jeune. » Je ne sais pas quoi lui répondre. Je lui pris la main. C'était tout ce que je pouvais encore faire comme père. L'été vit notre retour. Les chars avançaient. Les avions noircissaient le ciel. Les Américains affluaient. Cette fois, c'était l'ennemi qui reculait. Mais la victoire avait une odeur de tombe. Je traversais les villages repris. Je voyais les maisons ouvertes comme des corps, les meubles abandonnés, les lettres au sol. Je ne ressentais rien. Je revis Madeleine à l'automne dans un hôpital improvisé près de Soissons. Elle avait vieilli. Ses cheveux portaient maintenant du gris. Ses yeux, eux, étaient des plus solides que jamais. « Vous avez gagné, dit-elle. » Je secouai la tête. « Non, nous avons survécu. » Elle posa sa main sur la mienne. « Et cela aussi est une victoire. » Je ne la crus pas. Le 11 novembre, à 11 heures, le monde s'arrêta. Un silence énorme, irréel. Personne n'osait parler. Puis quelqu'un retira son casque. Un autre s'assit. Un troisième se mit à pleurer.
Je restais debout, incapable de bouger. La guerre venait de finir. Et je me demandais si j'en avais le droit. Je rentrais à Paris en décembre. La ville fêtait la victoire. Les drapeaux couvraient les façades. Les gens s'embrassaient. Je marchais parmi eux comme un étranger. Claire m'attendait. Elle posa sa tête contre ma poitrine. « C'est fini. » Je répondis « Non, c'est terminé. Ce n'est pas la même chose. » Les mois passèrent. On me félicitait. On me décorait. Chaque médaille pesait comme une pierre. Je pensais aux mutins, aux fusillés, aux mensonges, aux ordres inutiles, aux fils des autres. Je pensais à Pierre, vivant par hasard. Je compris que j'avais survécu à la guerre, mais pas à ce que j'y avais fait. Je me retire aujourd'hui de tout commandement. Je vis dans une maison calme. Claire plie toujours les journaux avec la même lenteur. Pierre enseigne. Madeleine m'écrit parfois. Je passe mes journées à marcher lentement, et la nuit, je parle aux morts. Je leur dis, je ne savais pas, je savais trop, je n'ai pas su faire autrement. Je suis désolé. Puis je me tais, car c'est tout ce que la guerre nous laisse. Épilogue. Ce que j'ai laissé derrière moi. Je ne demande pas pardon, je n'en ai pas le droit. J'écris seulement pour que l'on sache. Si un jour quelqu'un vous dit que la guerre est nécessaire, montrez-lui ces pages, montrez-lui nos silences. Et refusez, F-I-N.